Quand on parle du mot cancer, la première chose que les gens voient, c'est la mort. Alors, qu'est-ce que c'est que le cancer? Donc, comment on peut envisager les choses? On imagine, par rapport à la médecine officielle ou à la naturopathie, on imagine que le cancer, ce sont des cellules désobéissantes qui ne répondent plus à l'ordre général de l'organisme et qui donc vont envahir, en plus voyager, coloniser d'autres tissus. Bon. Alors tout ça, c'est du délire au sens des lectures de la réalité. Nous savons de façon absolument certaine que, à part les cellules de leucémie, jamais personne n'a pu observer de cellules cancéreuses en voyage. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté. Le mythe des métastases n'existe pas. Et je vais vous expliquer donc comment ça fonctionne. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous vivons en permanence des émotions. Ces émotions sont gérées par le cerveau. Et le cerveau, vous le savez, c'est une structure extrêmement complexe. Donc, il faut savoir que les sensations, les informations sensorielles qui parviennent au cerveau sont filtrées préalablement par une zone du cerveau particulière qui se trouve au centre du cerveau, qui s'appelle le cerveau limbique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un spectacle devant les yeux, avant de parvenir à la zone occipitale du cortex qui gère et qui intègre l'information visuelle, ça transite par ce fameux cerveau limbique qui prend en charge la dimension émotionnelle correspondante et qui normalement a la capacité de gérer cette dimension, de digérer en quelque sorte cette dimension émotionnelle. Dans certaines situations, les émotions sont d'une telle violence, sont tellement inattendues, absolument imprévisible, que ce cerveau limbique est incapable de gérer cette situation. Dans ce cas-là, il est débordé en quelque sorte, et l'orage, ça crée une forme d'orage émotionnel considérable qui va envahir la totalité du cerveau. S'il envahit la totalité du cerveau, vous vous retrouvez automatiquement dans une situation où vous ne pouvez plus manger, parce que l'appétit est coupé, vous ne pouvez plus dormir. Ce qui fait que, à la longue, on peut à la rigueur vivre sans manger, mais on ne peut pas vivre sans dormir. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas survivre si on ne dort pas. Donc, on est en danger de mort par rapport à cette situation-là. D'autre part, le stress est tellement important qu'on va en perdre toutes les informations de prudence auxquelles nous sommes habitués. C'est-à-dire que si vous prenez votre voiture, eh bien vous allez oublier de respecter la priorité à droite, les stops, les feux rouges, et l'accident est quasi inévitable. Donc vous êtes quelque part en double danger de mort. Danger de mort par épuisement, danger de mort par risque d'accident, par imprudence. Parce que vous êtes accaparé par ce stress. Donc dans cette situation, le cerveau, qui est notre pilote automatique, qui fonctionne comme un ordinateur, avec des informations logistiques, avec des programmes qui nous sont installés depuis notre conception, le cerveau va mettre en œuvre une sorte de soupape de sécurité, si vous préférez une bouée de sauvetage. Si vous tombez en mer, eh bien on vous envoie une bouée de sauvetage. C'est là pour vous sauver la vie. Alors comment ça se passe? Eh bien, cet orage cérébral va être, si vous voulez, le cerveau va choisir une réponse à cette situation conflictuelle qui sera, en fonction de ses moyens limités, la plus adaptée possible. Et il va missionner une région du cerveau, une région particulière qui va faire office de paratonnerre et qui va récupérer cet orage cérébral. Et ça peut se faire en quelques minutes. Ce qui fait que vous êtes en situation de stress monstrueux, et bien très rapidement, vous retrouvez votre sang-froid. Vous retrouvez la capacité de manger un minimum, vous retrouvez la capacité de dormir un minimum, et vous retrouvez surtout
la capacité d'éviter l'accident, de respecter les règles de prudence élémentaires et de ne pas vous foutre en l'air, quoi. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà. Une fois que cet orage est focalisé sur cette zone du cerveau qu'on appelle le foyer de Hammer, en souvenir du docteur Hammer, eh bien, le foyer de Hammer, les neurones correspondants, vont transformer cette énergie négative en une énergie de survie, en une énergie donc positive. Et ils vont envoyer cette énergie négative à un organe précis qui va répondre, autant que faire se peut, à la situation de stress de la façon la plus intelligente possible. Cette réponse, elle va se traduire par une hyperstimulation de l'organe concerné. Et cet organe concerné, selon le cas, va soit construire une tumeur qui a un fonctionnement turbo. Prenons l'exemple par exemple d'un cancer en masse de l'estomac. Ça arrive, des cancers, ça ressemble un peu à un chou-fleur à l'intérieur de l'estomac. Ah, elle a appuyé sur la touche. C'est excellent. Elle appuie sur la touche qui allume le piano. Pas un petit coupure ou pas. Donc le cancer turbo de l'estomac. Voilà, donc le cancer turbo de l'estomac, le docteur Hammer a pu démontrer de manière rigoureusement scientifique que avec le suc sécrété par ce cancer de l'estomac, la digestion d'une boulette de viande se fait 10 fois plus vite qu'avec le suc gastrique normal. Donc c'est quelque part, il y a cette hyperstimulation déclenche la construction de la tumeur et son fonctionnement en mode turbo, c'est-à-dire en mode hyper efficient. Et c'est ça qui est important. Ce n'est jamais pour nous faire du mal, c'est toujours pour nous sauver la vie, pour nous permettre de survivre. Alors là, je prends l'exemple du cancer de l'estomac, mais il faut savoir que dans certains cas, au lieu de construire une tumeur, le cerveau donne l'ordre de démonter un organe dont on n'a plus besoin. Donc il peut y avoir des caries. Alors ces caries peuvent concerner les dents, elles peuvent concerner le muscle, elles peuvent concerner l'os, elles peuvent concerner le tissu cellulaire sous-cutané s'il y a un conflit de dévalorisation. Alors ces caries sont toujours en lien avec un ressenti de dévalorisation très profonde. Voilà. Il peut y avoir également des paralysies, on peut faire un AVC. C'est aussi un équivalent de cancer. Dans certaines situations, eh bien, le mouvement est dangereux. Dans ce cas-là, il faut se paralyser. Ça peut être aussi un trouble hormonal, comme une hyperthyroïdie. Voilà. Donc, le processus du cancer est toujours mis en place pour permettre la survie. Maintenant, prenons un exemple concret, précis. Imaginons une personne qui est un cancer du gros intestin, par exemple. Si cette personne consulte des artisans de la médecine officielle, ou, oui, de la médecine officielle, on va dire, bon, et on va lui proposer en toute première intention une ablation chirurgicale d'une partie de l'intestin. Pas de la tumeur, mais en général, d'une partie considérable de l'intestin. Parce que comme ces gens-là ont très très peur des métastases, de leur mythe des métastases, ils ont très peur de l'extension du cancer sans contrôle, etc., par précaution, ils vont enlever une énorme partie de l'intestin, ils vont faire des curages ganglionnaires, ils vont faire des tas d'interventions mutilantes qui sont parfaitement inutiles. Il suffirait d'enlever la tumeur, ce serait largement suffisant. Bon. Il est clair que si le conflit n'est pas réglé, si on enlève simplement la tumeur va repousser. Mais c'est la même chose si on enlève une partie de l'intestin. La tumeur va repousser de la même façon sur l'autre, sur ce qui reste de l'intestin, puisque le conflit ne sera pas réglé. Mais si le conflit est réglé, et en général, 9 fois sur 10, les gens consultent lorsque le conflit est réglé que la bascule en réparation s'est faite, à ce moment-là, ça ne va pas récidiver. Voilà. Donc, si ça ne récidive pas, tout le monde est content par rapport à l'état local, sauf s'il y a des troubles du transit et tout ça. Mais le cerveau, lui, n'est pas content. Parce qu'on a enlevé, on a mutilé la personne, on lui a enlevé une partie de son intestin qui lui permet d'absorber les aliments. Or, l'absorption des aliments est essentielle pour la survie. Donc, le cerveau se dit, puisque c'est un ordinateur, il calcule de manière automatique, le cerveau se dit qu'il ne va plus pouvoir assimiler suffisamment d'aliments.
Et donc il y a risque de famine. S'il y a risque de famine, la solution, c'est d'avoir des greniers et de faire des réserves. Même si là, c'est un problème de manque d'absorption pour le cerveau, risque de famine égale, il faut des greniers. Hein, c'est l'histoire de Joseph en Égypte qui interprète le rêve de Pharaon avec les vaches grasses et les vaches maigres. C'est tout à fait ça. Et Joseph dit, il faut faire des greniers. Il faut faire des greniers et accumuler pendant les 7 années d'opulence. Donc, dans ces conditions, automatiquement, le cerveau va ordonner la construction de greniers. Les greniers, ils se construisent automatiquement au niveau du foie. Pourquoi le foie? Parce que le foie a pour fonction première, une de ses fonctions essentielles, c'est de stocker le glycogène, qui est un agglomérat de molécules de glucose. Et le glucose, c'est le carburant de l'organisme, c'est le carburant de base de l'organisme. Alors ça aussi, quand on dit que le sucre est mauvais pour la santé, ou que ça nourrit le cancer, on raconte des sottises, quoi. Ça n'a aucun rapport, bien évidemment. Il faut du glucose pour vivre, point final. Autant pour construire le cancer qui doit nous sauver la vie, que pour le démonter. Donc le glucose est toujours bénéfique dans tous les cas. Il ne faut jamais se priver de glucose. Donc ça, c'est une parenthèse. Voilà. Donc, j'en reviens à mon cas. Une personne a un cancer du gros intestin. On lui enlève une partie du gros intestin. Automatiquement, le cerveau donne l'ordre de construire un grenier au niveau du foie, un ou plusieurs. Et donc, on va avoir ce que les médecins appellent des métastases au niveau du foie, qui vont apparaître dans les 6 mois qui suivent. Et en fait, ce sont simplement des greniers qui n'ont rien à voir avec le conflit originel, sauf la mutilation. C'est la mutilation qui déclenche la construction de ces cancers du foie. Deuxième problématique, à partir du moment où, en médecine officielle, on prononce le mot cancer, on prononce danger de mort. La mort, c'est la perte du souffle pour le cerveau. Le souffle, il est géré par les poumons. Par conséquent, il faut impérativement, en parallèle, construire des poumons turbos qui vont se manifester par des petites tumeurs à l'intérieur du parenchyme pulmonaire, qu'on va appeler, entre guillemets, des ballons, hein, parce que ça a la forme de ballon. Et alors, c'est très amusant, cette histoire-là, parce que, imaginez, par exemple, une personne qui est père de famille, et à qui on annonce toutes ces choses-là, et qui a en charge son épouse et plusieurs enfants. Eh bien, si vous comptez les ballons, il y aura un ballon pour lui, un ballon pour son épouse, et un ballon pour chacun de ses enfants. Et on va dire à ce moment-là, en médecine officielle, c'est un lâcher de ballon, et alors là, c'est la fin, c'est fini, selon la médecine officielle, c'est le... Mais non, ce sont des poumons turbos. C'est-à-dire que ces poumons-là ont une capacité respiratoire plus grande que le poumon normal. Donc, en fait, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir plus de souffle. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a bâti le mythe des métastases qui ne repose que sur une conception erronée à l'origine du processus cancéreux. Le processus cancéreux est là pour nous sauver la vie, pour nous garder en vie. Le cancer est un processus magique, il nous permet de survivre à des situations de stress qui seraient insurmontables si on était dans la conscience de ces stress, et donc c'est extrêmement important. Il faut bien comprendre que si nous n'avions pas en permanence des tas de cancers qui évoluent à notre insu, c'est-à-dire qui se creusent ou qui se construisent puis qui se guérissent à notre insu, il y a longtemps on serait 4 pieds sous terre. Bon, alors si on a compris que, en fait, tout fonctionne sous le contrôle du cerveau, qui est un ordinateur, un pilote automatique d'une puissance inouïe, mais qui est limité au niveau de l'intelligence créatrice, quelque part, hein, eh bien, la clé, ça va être de travailler sur ce fonctionnement du cerveau, d'aller chercher le conflit à l'origine du processus de tempête cérébrale qui a mis en route ce mécanisme de construction du cancer, ou de démontage d'une tumeur, ou de paralysie, ou n'importe quoi. Donc il faut aller chercher la problématique à l'origine. Il faut bien sûr, parallèlement, quand on a compris, il faut faire un travail de digestion. Ce travail de digestion sous-entend
à la fois un travail d'évacuation des émotions qui est une psychothérapie et un travail de digestion des émotions qui va sous-entendre obligatoirement la mise en route et l'utilisation des buts spirituels, de la finalité spirituelle de l'individu, quelle que soit sa religion bien sûr. Hein. Voilà. Donc il y a une dimension spirituelle incontournable qu'il va falloir mettre en œuvre. Et puis, il faut aussi s'occuper de l'intendance. Quelque part, l'organisme, pour fonctionner bien, et qui est construit par nos microzymas, et nos microzymas ont besoin d'un certain nombre de nutriments, de carburants, de vitamines, etc. Donc il y a une hygiène de vie qui est absolument essentielle, qui va donc être qui va donc être mise en place par une diététique appropriée. Alors cette diététique appropriée, c'est certainement pas le jeûne ou la privation ou des choses comme ça de quelconque aliment, hein, pas plus le sucre que d'autres choses. Bien sûr, il faut manger le plus intelligemment possible, le plus bio possible, ça c'est l'évidence. Il faut donner aux microzymas des aliments de bonne qualité, éviter les pesticides qui leur demandent du travail. Autant que faire se peut, quand on est passé dans la phase de guérison, les besoins en carburant sont colossaux. Donc il faut leur donner du sucre le plus pur possible, du glucose, qui est le carburant qu'utilisent préférentiellement les microzymas. Voilà, et il faut leur donner des vitamines qui vont leur permettre de travailler dans les meilleures conditions, avec une parfaite visibilité, sans faire des tumeurs de volume excessif qui pourraient entraîner des troubles du fonctionnement normal de l'organisme, etc., etc. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et éventuellement, un acte chirurgical limité à la tumeur lorsque ça peut apporter un confort. Imaginons que le cancer du gros intestin entraîne une occlusion, il est évident que l'acte chirurgical est incontournable, il faut y passer. Mais au lieu d'enlever une énorme portion de l'intestin, on pourrait se contenter d'enlever simplement la tumeur, ce qui n'entraînerait aucune complication. Mais il faut opérer tout de suite. Tout de suite, là? Quand faut y aller, faut y aller. Et pour conclure, le plus important dans tout ça, c'est d'arrêter d'avoir peur du cancer. Parce que la peur génère automatiquement cette peur de mourir, et donc le cancer du poumon, et donc les soi-disant métastases et tout ça. Il faut sortir de la peur. La vie est intelligente. Le créateur qui est à l'origine de la vie est une intelligence absolument inouïe, exceptionnelle, et il n'a en aucun cas le désir de nous sadiquer, de nous faire souffrir, ou de nous tuer. C'est absolument impensable. Alors, que faire lorsqu'on pose un diagnostic de cancer? Alors, la toute première chose, le plus important, c'est d'arrêter d'avoir peur. Si vous avez un cancer, de toute manière, c'est pour vous permettre de survivre à une situation de stress monumental. Contrairement à ce qu'on pense habituellement, le processus cancéreux n'est pas une catastrophe, c'est un mécanisme d'adaptation tout à fait remarquable, coordonné par le cerveau, pour nous permettre de survivre dans des situations de stress monstrueux. Donc, comprenez que la médecine officielle, comme la naturopathie, sont dans un système de pensée qui relève de la religion, qui n'est absolument pas scientifique, qui n'a jamais été démontré de manière scientifique, et où ils sont dans un système de guerre, où il faut se battre contre le cancer et tout ça. Et alors vous allez trouver partout, sur Internet et partout, des solutions médicales officielles, ou des solutions naturopathiques de rechange, mais où les histoires des vitamines, alors on met beaucoup en avant la vitamine C qui, soi-disant, pourrait guérir le cancer. Alors, il faut bien comprendre, tant qu'on est dans ce système de guerre, on va lutter contre l'organisme. On va détruire l'organisme, dans le but de détruire le cancer. Et donc ça ne peut pas aller vers un mieux profond. Les résultats au final de toutes ces thérapies, qu'elles soient médicales ou naturopathiques,
c'est de l'ordre de 5% de survie. C'est de l'ordre de 5% de survie. C'est de l'ordre de 5% de survie. Hein, c'est pas plus. Il faut bien le comprendre aujourd'hui. À 5 ans, la survie, lorsqu'un cancer est pris en charge par la médecine officielle, c'est de l'ordre de 5% de survie. Donc évidemment, on comprend que la peur soit immense. Voilà. Donc la priorité des priorités, sortez de la peur des médecins et des naturopathes. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient à ces gens-là. Laissez-la leur. Et vous, essayez, la priorité des priorités, de vous dire que de toute manière, le Créateur ne veut pas que vous mouriez, il veut que vous soyez en bonne santé, que vous soyez heureux, que vous soyez épanoui, que vous puissiez vivre ce pourquoi vous êtes sur Terre, à savoir l'amour avec un grand A. Hein, c'est-à-dire un amour qui soit vraiment un amour important et profond. Et ensuite, il faut trouver un thérapeute qui va pouvoir vous accompagner sur ce chemin, qui va pouvoir vous aider à digérer les émotions correspondantes, qui va pouvoir vous conduire vers une libération. Et à ce moment-là, de toute évidence, le cerveau va mettre en œuvre, va mettre en route le travail de guérison. Mais pensez aussi aux vitamines, non pas comme une arme contre le cancer, mais comme une aide au microzyma pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions et vous amener à la guérison. Dans la nature, il y a beaucoup plus de phénomènes de coopération, de mutualisation, de symbiose, d'osmose que de rivalité. Dans le monde des humains, ça devrait être la même chose. Or, dans cet univers impitoyable dans lequel nous vivons, c'est la compétition qui est magnifiée contre la coopération. La première des choses, donc, il faut sortir du paradigme de guerre. C'est un paradigme qui existe depuis des milliers d'années dans notre monde humain, qui concerne nos relations avec les autres, donc les guerres extérieures, mais qui a été donc intégré par M. Pasteur dans la médecine officielle et dans la naturopathie, qui n'en est pas sorti. Donc c'est un système de guerre où on se bat contre. Hein. Alors, il faut arrêter. Là, il ne s'agit pas de se battre contre. Il ne s'agit pas de chercher des armes ou des remèdes miracles. Hein, les potions magiques, genre Panoramix et compagnie. Non, ça n'existe pas dans la réalité. Les vitamines ne sont pas des potions magiques, elles sont simplement des outils qui permettent au microzyma de travailler dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, sortez de cette logique de guerre, comprenez qu'il faut accompagner le processus, que 9 fois sur 10, au moins, le cancer n'est diagnostiqué que lorsque vous avez automatiquement, de manière automatique, basculé en guérison. Vous êtes en train de guérir. Et par conséquent, si vous respectez la vie, si vous donnez à vos microzymas les outils dont ils ont besoin, donc l'intendance dont on a parlé, hein, qui est absolument essentielle, les nutriments, les vitamines, le sucre dont ils ont impérativement besoin, à ce moment-là, le processus évoluera automatiquement vers la guérison spontanée. So hurry up then, or you will
fall behind them, and they will take control of you. And you need to heal the hurt behind your eyes, the fickle words crowd in your mind. So sleep, sugar, let your dreams float in like waves of sweet fire. You're safe within. Sleep, sweetie, let your floods come rushing in and carry you over to a new morning. Elle aura un traitement un peu fatigant, mais je pense qu'après 2 mois de rayon, tout ira bien. Elle vous tiendra au courant, mais vous pouvez m'écrire si vous le désirez. À demain, mademoiselle. Venez vers 11h, je vous indiquerai la marche à suivre. Try as you might, you try to give it up, but it seems to be holding on fast. Its hand in your hand, a shadow over you, a beggar for soul in your face. Still it don't matter if you won't listen, if you won't let it follow you. You just need to heal and make good all your lives. Move on and don't look behind. So sleep, sugar, let your dreams float in like waves of sweet fire. You're safe within. Sweetie, let your floods come rushing in and carry you over to a new morning. 'Cause day after day, fickle visions and the messing with your head, fickle visions, sleeping in your bed, the messing with your head. Vous avez posé la question de la mortalité de ce cancer? Un des médecins m'a dit il faut faire comme ça, sinon vous allez mourir. Don't give up and don't you cry. For the evil ones have gone, they are far beyond the sun. So now you may sleep.